Tout le monde, on espère que vous allez bien et que vous êtes bien reposés parce qu'il est l'heure de démanteler le patriarcat. Alors, avant de commencer, petit disclaimer, aujourd'hui on va utiliser les mots femmes et hommes pour les humaines et les humains au sens biologique. Cependant, c'est important de différencier les notions de sexe et de genre comme elles sont définies ici et de garder à l'esprit que des personnes n'étant pas associées au genre féminin peuvent aussi être en gestation. Pour parler des animaux non humains-humaines, on va utiliser les mots femelle et mâle, à nouveau au sens biologique. De plus, la majorité des relations qu'on va explorer aujourd'hui sont des relations hétérosexuelles qui ne sont pas du tout représentatives de la diversité des relations, que ce soit chez les humains et les humaines ou chez les animaux non humains-humaines. En plus de ça, on a décidé, pour rester en accord avec notre thème, d'utiliser l'écriture inclusive sous la forme du tiret et également à l'oral. Si vous lisez ou que vous entendez une seule des terminaisons, ça sera volontaire pour parler d'un des deux sexes. Deux petites définitions. La définition de parent, qui définit les personnes ayant un lien de parentalité, donc pas dans le sens papa-maman. Et la coercition, qui est l'action de contraindre quelqu'un ou quelqu'une pour le ou la forcer à agir ou non. Alors, je vais commencer par vous présenter un article de Barbara Smuts, publié en 1995, qui s'appelle « Les origines évolutionnaires du patriarcat ». Alors, Barbara Smuts est une évolutionniste féministe qui est la première, avec cet article, à rassembler de nombreuses recherches et observations pour formuler des hypothèses sur les origines évolutionnaires du patriarcat. Selon elle, le patriarcat il trouve son origine bien avant le développement de l'agriculture, la civilisation ou le capitalisme, et en fait, il prendrait ses racines déjà dans notre passé pré-hominidé. Elle formule 6 hypothèses pour expliquer comment, au fil de l'évolution, ce degré d'inégalité sexuelle il s'est particulièrement développé chez les humains et les humaines, qui présentent un plus fort contrôle des hommes sur la sexualité des femmes que chez la plupart des primates. La première hypothèse qu'elle postule, c'est que chez les hominidés ancestraux, la capacité des femmes à résister aux agressions masculines, elle était compromise par un support social réduit des alliés, eux, féminines. Cette hypothèse, elle est fondée sur des observations parmi les primates chez qui les femelles qui passent plus de temps seules, elles sont plus vulnérables à la coercition masculine ou à l'infanticide, à la coercition sexuelle, ou à l'infanticide de la part d'autres mâles. En fait, la majorité des sociétés humaines traditionnelles, elles montrent des résidences patrilocales, c'est-à-dire que la femme quitte ses pères pour venir habiter chez son mari. De plus, parmi les humains et les humaines, les coalitions féminines, elles sont relativement faibles et peu nombreuses comparées à celles formées chez de nombreux primates. Et en fait, même si l'explication évolutionnaire elle n'est pas connue, ces comportements ils tendent à réduire la capacité des femmes à résister aux agressions masculines. La deuxième hypothèse postulée, c'est qu'au fil de l'évolution humaine, les alliances masculines sont devenues de plus en plus et de mieux en mieux développées, et elles étaient souvent dirigées contre les femmes et augmentaient le pouvoir des hommes sur celles-ci. Les stratégies reproductives masculines, elles sont donc devenues de plus en plus dépendantes d'alliances avec d'autres mâles au fil de l'évolution. En fait, Barbara Smuts, elle postule cette hypothèse basée sur l'observation que chez les primates, les luttes de pouvoir parmi les mâles, pour la position alpha, elles incluent souvent des alliances complexes et changeantes qui ressemblent fortement aux manœuvres politiques qu'on observe chez les humains et les humaines et qui sont d'une importance centrale et très souvent masculine. En fait, au cours de l'évolution humaine, les hommes ils ont développé la capacité de contrôler la compétition entre eux parmi un groupe, ce qui a non seulement augmenté le rôle que les coalitions d'hommes ont joué dans la compétition entre hommes, mais aussi leur capacité à contrôler les femmes. La troisième hypothèse, c'est qu'au fil de l'évolution humaine, et particulièrement depuis l'avènement de l'agriculture et de l'élevage, les hommes ils ont pris le contrôle des ressources nécessaires aux femmes pour leur survie et leur reproduction. En fait, chez les primates, les femelles reposent sur leur propre effort pour obtenir de la nourriture et elles sont donc indépendantes des mâles pour les ressources. Les humains et les humaines se diffèrent des autres primates de par un échange important des ressources qui sont à la base de toutes les économies humaines. Et en fait, lorsque les humains et les humaines sont passés d'un régime basé sur la recherche personnelle de nourriture à un régime carné, les hommes s'occupant majoritairement de la chasse, ils ont acquis un plus grand contrôle sur les ressources nécessaires à la reproduction des femmes, et donc sur les femmes, ce qui a renforcé encore plus les bénéfices des alliances masculines, les rendant donc plus puissantes au fil du temps. Plus tard, avec l'avènement de l'agriculture et de l'élevage, les femmes ont perdu le contrôle sur leurs fruits de leur labeur, parce que les hommes ils avaient un plus grand contrôle sur leurs déplacements et sur les ressources nécessaires à leur subsistance. Ainsi, la résistance à la domination masculine, elle est devenue de plus en plus coûteuse, parce que les femmes, elles ont de moindres chances de pouvoir subvenir à leurs besoins et à ceux de leur descendance sans le soutien des hommes. Quatrième hypothèse que Barbara Smuts formule, c'est qu'au fil de l'évolution, les arrangements sociopolitiques masculins ont augmenté la variance dans la richesse et le pouvoir masculin.
Ceci a contribué à faciliter l'utilisation des pouvoirs des hommes dominants pour exclure d'autres hommes et à monopoliser le contrôle des femmes, résultant dans certaines sociétés en une extrême polygynie, c'est-à-dire un homme avec plusieurs femmes. Les hommes en bas de la hiérarchie, ils ont donc moins de bénéfices à apporter aux femmes et trouvent alors moins de partenaires. De plus, la capacité des femmes à choisir leurs partenaires librement, elle est contrainte par les actions des hommes dominants. Ainsi, le degré à quel point les hommes dominent les femmes et contrôlent leur sexualité, il est intimement lié au degré de dominance entre les hommes. Cinquième hypothèse, c'est qu'en poursuivant leurs intérêts matériels et reproductifs, les femmes se comportent souvent d'une manière promouvant le contrôle des ressources et de la sexualité féminine par les hommes. Ainsi, les femmes, comme les hommes, contribuent à la perpétuation du patriarcat. En fait, les femmes, elles expriment une préférence à épouser des femmes ayant plus de ressources, à épouser des hommes, de par leur importance dans le succès reproductif. Dans les sociétés polygynes, les femmes, elles augmentent leurs chances d'épouser un homme riche en se comportant d'une manière qui renforce la certitude de la paternité, y compris la conformité avec des normes qui permettent le contrôle de la sexualité féminine. De plus, elles soutiennent le patriarcat aussi en favorisant les fils et les frères, notamment dans ces sociétés polygynes ou caractérisées par une forte stratification sociale, parce qu'elles ont plus de chances d'avoir de petits-enfants par des fils que par des filles. Souvent, en fait, chez les primates, les femelles, elles ont plus d'intérêt reproductif à entrer en compétition avec d'autres femelles et ou à s'allier avec des mâles. Et chez les humains et les humaines, ce genre de stratégie peut donc renforcer le patriarcat. En fait, les 5 hypothèses précédentes, elles sont formulées plus ou moins par ordre chronologique d'apparition, mais celle-ci, elle est à l'écart parce qu'il n'est pas clair d'établir quand est-ce que le langage humain a évolué. Cette hypothèse, c'est donc que l'évolution de la capacité du langage a permis aux hommes de consolider et d'augmenter leur contrôle sur les femmes. En fait, le développement du langage, il a probablement facilité grandement le développement d'alliances masculines, le contrôle masculin des ressources et le développement de relations hiérarchiques. Et une fois que le langage il avait évolué, les humains et les humaines pouvaient commencer à développer et à promulguer des visions de la société qui soutiennent leurs propres intérêts. Et il semblerait que les idéologies de genre qui justifient donc la dominance des hommes sur les femmes soient parmi les premières qui ont été inventées et répandues à travers la société. Ça a donc permis à la dominance des hommes et des hommes sur les femmes, d'être soutenue et perpétuée. Alors bien sûr, suite à l'article de Barbara Smuts, la science elle a évolué, notamment en 2013 dans What Does Evolution Have to Do with Legal Enclaves? Les autoristes critiquent le narratif développé par Barbara Smuts qui permet d'attribuer les structures patriarcales à des stratégies masculines de domination féminine sélectionnées au fil de l'évolution et donc de reproduire un narratif du patriarcat comme étant universel et intemporel, le fameux « boys will be boys », ce qui biaise aussi les résultats et les interprétations d'observation. Smuts, elle développe l'idée selon laquelle l'évolution masculine elle est dirigée par le fait que le succès reproductif masculin repose sur le contrôle de la sexualité féminine, mais en fait, celui-ci il dépend seulement de mettre en lien sexuellement des mâles et des femelles, et donc, notamment au vu de l'enthousiasme sexuel démontré chez les femelles primates, les mâles du coup, n'ont pas besoin d'exercer un contrôle sur les femelles. De plus, les hypothèses de Smuts, elles supposent un échange de la sexualité féminine contre la protection masculine de sa femme et de son enfant, ce qui prétend que les familles nucléaires monogames sont la norme et qui exclut la réalité de la dépendance des bébés humains et humaines et des primates du support de leurs parents dans le sens défini au tout début. Certains narratifs empruntés à Smuts prétendent également que les hommes sont plus agressifs sexuellement que les femmes, ce qui n'est pas du tout universellement accepté, et ce qui représente les hommes comme étant motivés par la domination et le contrôle des femmes pour assurer la paternité unique dans un pattern sélectionné par l'évolution. Dans un autre article publié en 2023 qui s'appelle « What We Get Wrong About Patriarchy », des analyses génétiques qui ont montré que les chimpanzés mâles dans un groupe donné n'étaient pas plus reliés entre eux que les chimpanzés femelles, ce qui contredit l'idée de Smuts que les mâles forment de fortes alliances entre eux parce qu'ils restent toute leur vie dans les communautés où ils sont nés. De plus, cet article il va à l'encontre de l'idée que le patriarcat est lié à une inévitabilité historique ou biologique, et elle explique cela notamment par la diversité des systèmes de genre à travers le temps et l'espace, comme nous en verrons quelques exemples chez les animaux non humains plus tard. L'autrice, elle questionne également quels intérêts idéologiques ont formé et continue de former les interprétations des données disponibles sur les relations de pouvoir basées sur le genre. En fait, on a une forte tendance à travers le spectre politique d'ancrer l'autorité d'un présent voulu dans un narratif sélectif du passé.
Les théories selon lesquelles les sociétés humaines ont toujours été dominées par des femmes ignorent ou déforment des preuves archéologiques. En fait, les biais des scientifiques, comme on va le voir juste après avec Florian, notamment dans le sens que les vies des femmes tournaient entièrement autour de la reproduction, contribuent à entretenir cette forme d'essentialisme sexuel, ce qui est contredit largement par des preuves psychologiques. Un petit peu plus en vrac, dans l'article publié le plus tôt après notre Giant, en 1999, Tim Kasser et al. Émettent des doutes sur la durée impliquée dans le développement de systèmes culturels limitant le choix des femmes. Selon LE, si les systèmes patriarcaux ont émergé pendant les périodes pré-hominidées ou le Pléistocène, suffisamment de temps s'est passé pour permettre à ces mécanismes d'évoluer en réaction à ces environnements. Sinon, la durée, si c'est plutôt dans les dernières 10 000 années, la durée qui s'est écoulée, elle est trop courte pour que les humains et les humaines aient développé eux, de tels mécanismes. Plus tard, en 2002, Wood et al. Utilisent la variété de pratiques sexuelles rencontrées dans des sociétés non industrialisées pour aller à l'encontre de l'idée que le patriarcat serait un produit de la disposition des hommes à contrôler la sexualité des femmes. En fait, dans de nombreuses sociétés, les relations sexuelles extramaritales des femmes ne sont pas inhabituelles et sont parfois légitimées malgré leur menace évidente à la certitude de la paternité. Plus tard, en 2009, Mulder et al. Argumentent que l'hypothèse 2 est plus compliquée que ça en réalité, en partie parce que les hommes sont souvent mariés aux sœurs de leurs alliés et donc leur allégeance est divisée. Cependant, Yells approuve l'hypothèse 4 en argumentant que lorsque les relations entre les hommes deviennent plus égalitaires, les femmes acquièrent de la liberté sexuelle et sont moins vulnérables à des agressions maritales. Dans un autre article publié en 2011, Christine A. Smith et al. Argumentent que le patriarcat n'est pas un résultat inévitable de forces biologiques et que de paramètres comme de plus forts liens et une plus forte solidarité féminine sont nécessaires à son démantèlement. Plus récemment, les thèses des évolutionnistes féministes proposent de s'intéresser aux variables environnementales et aux structures sociales. En fait, la logique de la sélection naturelle, elle suggère que les individus devraient modifier leur comportement reproductif en fonction de leur environnement. Et cette logique, elle permet de placer l'environnement au centre de la question et de plutôt que de blâmer la victime ou ses gènes, de critiquer l'environnement. De plus, présenter le comportement comme étant inchangeable, peu importe les changements sociaux, économiques ou politiques qui étaient implémentés, c'est problématique parce que ça ne prend pas en compte de la plasticité des comportements humains. Merci Martin. Donc maintenant, comme il l'a mentionné, dans notre société actuelle, c'est le patriarcat qui domine. Et on sait aujourd'hui que de nombreuses sociétés, humaines ou non humaines, elles étaient organisées autour du matriarcat. Et donc, contrairement à l'idée reçue que toutes les sociétés ont toujours été patriarcales. Et en fait, ce type d'idée reçue, il peut être expliqué en partie par ce qu'on appelle les biais de genre. Et donc, en fait, dans cette partie, on va voir comment ils ont influencé et continuent d'influencer notre production de connaissances scientifiques. Donc, que ce soit en écologie et pour l'article qu'on va voir, surtout en ethnobiologie. Donc, on va s'appuyer sur l'étude qui est intitulée Assessing Cultural and Ecological Variation in Ethnobiological Research, The Importance of Gender, par Janine Pfeiffer et Ramna Boots, qui a été publié en 2005. Donc c'est un article qui a fait beaucoup de bruit quand il est sorti, il a été beaucoup cité depuis, parce qu'il analyse plus de 720 articles scientifiques dans le domaine de l'ethnobiologie, et aussi 220 articles qui sont plus interdisciplinaires. Et en fait, leur conclusion, c'est que les chercheuses, elles disent que les travaux en ethnobiologie, et aussi dans les autres disciplines, ils ne représentent pas de manière équitable les hommes et les femmes, et ça peut biaiser nos connaissances traditionnelles, que ce soit en écologie ou en ethnobiologie, de plusieurs manières, donc comme on va le voir. Donc en fait, là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est examiner tous les biais différents qui peuvent être conscients ou inconscients, qui influencent la production et l'interprétation des connaissances. Donc on va discuter à la fin de quels sont les moyens qu'elle propose pour atténuer ces biais, bien qu'en réalité ce soit complètement impossible de totalement éradiquer tous les types de biais, on va forcément en avoir qui restent, mais comment on peut les atténuer. Et on verra quelles sont leurs conséquences à travers différents exemples en ethnobiologie. Et donc, on rappellera à la fin, on en discutera un peu plus, qu'il y a différents types de biais, le biais de genre et de sexe en est un parmi d'autres, et qu'il faut faire attention quand on veut mettre en place des pratiques pour mitiger un certain biais. Donc, dans les biais qui sont identifiés par l'étude, déjà la première chose à savoir, c'est que parmi les 720 études qu'elles ont étudiées, il n'y en a que 5% qui se sont penchées sur les variations liées aux différences de sexe et de genre. Déjà, c'est extrêmement faible. Et en fait, le premier biais notable, c'est la tendance à étudier les populations qui sont patriarcales
surtout parce que les équipes de recherche, historiquement, elles étaient surtout composées d'hommes. Donc du coup, voilà, historiquement, les explorateurs et les premières équipes de recherche qui ont découvert un grand nombre de sociétés indigènes et de nouvelles espèces animales non humaines, c'était des hommes. Et donc souvent, inconsciemment, ils se sont concentrés davantage sur des sociétés à structure patriarcale, ce qui fait que ça a biaisé nos connaissances de ces sociétés tout simplement. Et donc, le problème, c'est que ce biais, il a influencé de nombreuses études reconnues sur lesquelles ensuite de futures études se sont basées. Et en fait, c'est comme si on partait sur des mauvaises bases et ça a influencé tout le reste de la littérature. Et donc, ce type de recherche uniquement basée sur les sociétés patriarcales, ça a été remis en cause au XXe siècle, et surtout dans les années 80-90, donc c'est très tardivement, même si à l'époque, il y avait déjà certaines études qui s'étaient penchées uniquement sur des sociétés matriarcales, mais le problème c'est que ça restait assez marginal à l'époque. Donc le deuxième biais majeur, il découle de ce qu'on appelle l'hypothèse de consensus culturel ou d'homogénéité culturelle. Alors ce principe-là, c'est pas un biais en soi, c'est une hypothèse de travail que les chercheurs y font, qui dit que, en fait, dans une société qu'on va étudier, pour étudier la culture de cette société, les sous-cultures, elles ont un faible impact sur la culture globale. Donc ça, c'est une hypothèse de travail, de dire, voilà, il y a des sous-cultures, mais c'est comme si l'impact de chacune de ces sous-cultures était moyenné à l'échelle de toute la société. Donc ça, c'est une hypothèse qui est complètement critiquable, mais on peut partir de ce principe-là. Le souci, c'est que si on part de ce principe-là, ça veut dire que si je vais prendre un individu lambda, en fait, il va être représentatif de l'ensemble de la société. Donc on peut se permettre, dans une question de gain de temps, notamment quand on a des études qui sont limitées dans le temps, de sélectionner un nombre d'individus qu'on va interroger, et on va dire très bien, eux, leurs connaissances sont représentatives de l'ensemble de la société. Et donc, dans une question de gain de temps, on va interroger qui ? Les personnes qui ont le plus de savoir, donc notamment les seniors, et également ceux qui sont au sommet de la hiérarchie sociale de la société. Le problème, c'est que si on combine ça avec le biais précédent, vu qu'on a étudié surtout des sociétés patriarcales, du coup, les individus qu'on va interroger, c'est surtout des hommes. Et c'est là où cette hypothèse de travail, ça devient un biais de genre. Donc voilà. En plus de ça, l'étude des cultures, elle peut être limitée par ce qu'on appelle les points aveugles culturels. Et en fait, l'idée, c'est que les chercheurs, ils peuvent passer à côté de certaines pratiques qui sont importantes parce qu'ils sont incapables d'envisager que dans les pratiques qu'ils vont étudier, il peut y avoir l'un des deux sexes qui va participer, tout simplement parce que dans leur culture à eux, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc par exemple, il y avait certains rituels qui étaient spécifiques à certains genres, notamment dans les peuples autochtones d'Amérique du Nord. Et en fait, par exemple, c'était vrai pour les connaissances spirituelles ou des rituels ou médicinales. Et en fait, le souci, c'est que, à cause de leurs stéréotypes, ils n'imaginaient même pas que les femmes puissent intervenir dans ces pratiques chamaniques ou médicinales. Et donc, en fait, ça fait qu'ils ont été complètement aveugles face à ce type de pratique. Et ils ne l'ont même pas considéré dans leur collecte de données, tout simplement. Mais ça, c'est quelque chose qui est complètement inconscient. Ce n'est pas des hypothèses de travail ou quoi que ce soit. Mais heureusement, il y a des études récentes qui commencent à réévaluer l'importance des femmes dans ces domaines. Et notamment, on se rend compte que dans certaines pratiques religieuses, en fait, les femmes, elles ont une importance capitale. Et même, il y a certaines pratiques qui sont réservées aux femmes. Et donc, cependant, ça demande une révision de certaines études passées. Et ça, ça peut être un problème en termes de quantité de travail effectué, tout simplement. Ensuite, donc, dans les équipes de recherche où les hommes sont majoritaires, il y a plusieurs problèmes qui influencent la qualité et la complétude des données qu'on récolte. Donc le premier, en fait, c'est tout simplement, c'est un peu ironique, mais on a un problème dans l'accès aux connaissances. Donc c'est-à-dire que quand vous avez une équipe de recherche qui est majoritairement constituée d'hommes, ils n'auront tout simplement pas accès à une certaine partie des connaissances, parce que dans les cultures qu'ils vont étudier, en fait, il y a certaines connaissances qui sont réservées aux femmes. Par exemple, il y a certaines pratiques qui se transmettent de manière orale de femme à femme, et donc du coup, en fait, ils n'auront tout simplement pas accès, parce qu'ils n'ont pas de femmes dans leur équipe de recherche qui sont allées collecter les données. Et donc, du coup, ça nécessite des équipes de recherche qui sont plus diverses, d'avoir à la fois des hommes et des femmes dans les équipes. Et c'est hyper important, c'est crucial, avant même de faire l'étude sur la culture qu'on veut étudier, sur la société qu'on veut étudier, c'est hyper important de comprendre les différences culturelles par rapport à la nôtre. Mais ça, du coup, c'est un peu le chat qui se mord la queue, parce que où est-ce qu'elle commence l'étude ? On doit faire des sortes d'études préliminaires pour essayer de comprendre comment la culture marche et ensuite pouvoir faire l'étude complète, quoi.
J'ai dit le chat qui mord la queue, vous noterez d'ailleurs. Donc pour surmonter ces obstacles, voilà, on doit remettre en question ce principe d'homogénéité culturelle, et donc c'est ça un point majeur dans leur étude. Et donc en fait ce phénomène, on peut dire qu'il s'inscrit un peu dans le cadre d'autres biais cognitifs, et un qui est très important et qui a été notamment largement décrit par Daniel Kahneman dans un de ses livres Système 1, Système 2, qui est le biais de Covera. Donc ça c'est un biais cognitif qui touche absolument tous les humains et les humaines. Et donc c'est Covera pour ce qu'on voit et rien d'autre. Et donc en fait c'est l'idée que spontanément, le cerveau humain, quand on va lui présenter un ensemble de faits, il va essayer d'expliquer tous les phénomènes qu'il va voir, juste avec les ensembles de faits qu'on lui a donnés, comme si c'était suffisant en fait. Donc ça c'est quelque chose de spontané, et ça explique, c'est un des biais parmi d'autres notamment qui explique l'efficacité des bulles de filtre sur les réseaux sociaux. On vous présente un nombre de faits, et puis vous allez supposer que c'est largement suffisant pour essayer de comprendre les phénomènes que vous voyez. Et donc le problème c'est que dans le contexte de la recherche, une équipe, si elle est principalement exposée à certaines pratiques, auprès d'un seul sexe ou d'un seul genre, du coup elle risque de développer une compréhension qui est biaisée des phénomènes, et donc c'est hyper crucial de s'efforcer à faire une collecte de données de manière aussi diversifiée que possible. Et ça peut également influencer les hypothèses de départ. Donc quand on choisit un sujet d'étude et qu'on conçoit une recherche en ethnobiologie ou en écologie, si on ignore les différences de connaissances entre les hommes et les femmes, on risque d'introduire des biais qui sont liés au sexe ou au genre. Et donc en fait, si on se limite à étudier les pratiques ou les espèces les plus visibles, qui sont traditionnellement masculines par les biais qu'on a dit avant, ça peut entraîner une vision partielle du savoir. Donc en fait, il y a un exemple dans une étude qui a été faite en Indonésie orientale, en fait, qui au départ laissait penser que les hommes avaient de meilleures connaissances sur les fruits que les femmes. Et en fait, ce biais il venait du fait que l'étude elle se concentrait sur certaines espèces forestières sur lesquelles les hommes avaient plus tendance, à les manipuler tout simplement. Et donc le fait que l'étude dans ces hypothèses a dit ok, on va étudier les espèces forestières, ça fait que les femmes elles ont été lésées dans l'étude. Non pas parce qu'elles avaient moins de connaissances, mais parce que tout simplement, ce n'était pas leur domaine de connaissances. Donc en fait, il faut élargir les hypothèses de travail pour essayer d'inclure un maximum d'espèces, de sorte à ce qu'il n'y ait pas un sexe ou un genre qui soit lésé. Et ça peut même aller jusqu'à dans l'analyse des données. Donc là, on a un exemple, par exemple, sur l'étude des connaissances botaniques d'une communauté indigène. Donc en fait, la méthode de travail des chercheurs, c'était de dire, ok, si on veut étudier les connaissances si on veut analyser les données qu'on a récoltées, en fait, ce qu'on va faire, c'est une sorte de méthode de scoring. Donc l'idée, c'est de dire, ok, je vais poser la question à un individu de la communauté, par exemple sur telle fleur, dans quel domaine est-ce qu'elle pourrait être utilisée ? Si, par exemple, on avait des hommes qui disaient que cette fleur, elle pouvait être utilisée dans 3 domaines différents, ils allaient avoir 3 points. Par contre, si on avait des femmes qui allaient donner 2 exemples d'utilisation dans 2 domaines, elles allaient avoir 2 points parce qu'elles ont cité que 2 domaines, alors qu'au final, elles ont cité 4 usages. Et donc en fait, ça c'est un problème dans la manière dont on analyse les données, où en fait, ça montrait juste que les hommes dans cette société, ils étaient plus généralistes, et les femmes, elles étaient plus spécialistes. Et donc on a conclu de manière erronée que les hommes avaient plus de connaissances parce qu'on avait une mauvaise analyse des données. Donc voilà, donc ça c'est un ensemble de biais, il y en a plein d'autres, on pourrait passer des heures à les énumérer, mais voilà, ça c'est les plus importants, et pour mitiger ces biais, en fait ce qu'elles proposent les autrices, c'est de déjà, réduire la prédominance des hommes dans la recherche, et ça c'est quelque chose après leurs études, c'est quelque chose qui a été largement repris, et du coup c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus aujourd'hui. Alors certes, c'est pas encore suffisant, mais c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Et elles remettent en question notamment le principe d'homogénéité culturelle, non pas parce que c'est une hypothèse de travail qui est biaisée, qui a induit un biais de genre intrinsèquement, mais parce que, à cause des hypothèses qu'on a dit avant, ça peut découler sur des biais de genre. Et la dernière chose, c'est que la diversité de genre, elle est cruciale, mais c'est pas suffisant. C'est ce que je mentionnais un peu plus tôt. L'idée, c'est de dire qu'il y a plein de biais différents. Le biais de genre et de sexe, c'en est un parmi d'autres. Et donc, il faut faire très attention lorsqu'on veut implémenter une mesure pour mitiger un biais, que ça ne vienne pas créer encore plus de biais dans d'autres secteurs. Donc, par exemple, il y a des biais géographiques, il y a des biais religieux, d'âge, de sexe, il y en a plein. Donc du coup, si on fait juste créer des équipes qui sont complètement paritaires, ça ne va pas suffire parce qu'il faut regarder dans chaque domaine du savoir quel est le biais qui domine pour pouvoir mieux le mitiger.
Et donc une fois qu'on a mis en place plus de ces choses-là pour pouvoir contrer les biais cognitifs, en fait on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de sociétés matriarcales que ce qu'on pensait. Et donc on va voir quelques exemples avec Soraya. Alors du coup, moi je vais vous parler de la sous-estimation des sociétés matriarcales dans le règne animal. Donc on entend par espèce matriarcale en fait une espèce où les femelles vont exercer des rôles dominants dans la structure sociale ou dans la reproduction, qu'elles vont prendre des décisions en fait majeures. Du coup en fait ces sociétés matriarcales elles ont été largement sous-estimées, comme l'a dit Florian, à cause des différents biais. Et c'est notamment en fait ce qui va expliquer Élise Huchard, qui est biologiste évolutive et qui étudie le comportement animal, et qui explique en effet que la société est imprégnée en fait, de plein de biais sexistes. Les chercheurs de l'époque partaient toujours du principe que c'est les mâles qui dominaient toutes les espèces. Et du coup, le genre du pouvoir n'était pas du tout un sujet à l'étude, sauf qu'on s'est rendu compte que c'était bien sûr faux. Depuis notamment 1960, où on a une lente féminisation en fait, de ces métiers, et du coup on se rend compte qu'il y a plein d'espèces où les femelles dominent, et on verra ça un petit peu après. Mais du coup on a aussi Lucy Cook, qui est zoologiste, autrice et productrice, et qui a notamment écrit un livre donc, en français, Le pouvoir des femelles au sein du règne animal, et elle explique donc, dans son livre qu'en fait la société elle a du mal encore aujourd'hui à accepter cette dominance par les femelles, et elle prend l'exemple des hyènes tachetées, et on verra un petit peu après pourquoi. Et là, on a un article du coup d'anthropologie qui date de 2018 et qui explique pour les primates qu'on a du mal, encore dans la communauté scientifique, à accepter la dominance par les femelles chez les primates due à la proximité avec l'humain. Du coup, moi je vais vous parler d'un exemple chez les éléphants d'Afrique pour illustrer un petit peu les sociétés matriarcales. Donc des éléphants d'Afrique qui sont composés en groupes avec des femelles, des mâles et des éléphantaux, où en fait les groupes vont être dirigés par la femelle la plus âgée, la plus expérimentée, celle qui connaît le plus en fait, le trajet de migration, l'environnement ou encore les ressources disponibles, on l'appelle la matriarche. Cette matriarche, elle va avoir plusieurs avantages, comme le fait qu'elle va permettre la transmission des connaissances intergénérationnelles au sein des membres du groupe, notamment chez les éléphantaux, elle leur apprend à marcher, à se défendre ou encore à se nourrir. Elle va aussi permettre la cohésion sociale, donc c'est-à-dire qu'en fait elle est crainte et du coup elle va annihiler tous les conflits possibles. Elle va également permettre les liens familiaux, parce qu'en fait, elle va donner des ordres aux différents membres du groupe, comme elle décide de tout. Et en fait, ça va permettre une coopération et une solidarité au sein des membres du groupe d'éléphants. Elle va aussi avoir un avantage reproductif dans le sens où elle choisit la stratégie de reproduction du groupe. Elle choisit qui se reproduit, avec qui, elle peut aussi être la seule à se reproduire. Et enfin, elle a l'avantage de l'accès aux ressources. Elle peut manger la première à la quantité qu'elle désire. Donc on peut se demander où sont les hommes, enfin où sont les mâles dans cette société d'éléphants. Et en fait, ici, les mâles, ils vont être soit jeunes, soit âgés. Parce qu'en fait, à l'âge jeune adulte, ils vont quitter le groupe et rejoindre un autre groupe. Ainsi, les femelles, elles se connaissent, elles ont l'avantage en fait, des connaissances aussi de l'environnement, et c'est aussi pour ça qu'elles dominent sur les mâles. Donc ça, c'est pas un exemple qui est unique aux éléphants. C'est la même chose chez les orques, les bonobos ou encore les chevaux sauvages. On note d'ailleurs que les bonobos sont des primates, donc il y a bien cette dominance des femelles chez les primates aussi. Chez les éléphants de mer, eux, ils sont constitués en harem, mais en fait, les femelles vont quand même prendre des décisions importantes pour le groupe, notamment sur le territoire, et les mâles vont surtout être là pour la reproduction. Chez les suricates, la matriarche est appelée la reine, c'est la seule à se reproduire. Les autres femelles servent en fait à chercher de la nourriture ou à élever les petits de la reine. Et du coup, on retrouve nos hyènes tachetées, qui était l'exemple qui était pris par Lucy Cook dans son livre. Alors pourquoi les hyènes tachetées ? Parce que souvent, un argument du patriarcat, comme l'avait dit Martin, c'est qu'on a une dominance physique par les hommes et les mâles sur les femelles et les femmes. Et donc en fait, les hyènes tachetées, c'est un bon contre-exemple parce qu'à l'âge adulte, les femelles sont plus agressives, robustes et elles dominent physiquement, elles sont plus grandes. Ainsi, on voit bien que c'est faux également de penser que c'est toujours les mâles qui vont avoir une dominance physique. C'est pas toujours le cas. Du coup, pour finir, j'aimerais bien vous parler de quelques exemples de renversement du patriarcat au sein du règne animal. Donc déjà chez les lions, donc on a observé chez certains groupes de lions, donc notamment au parc national du Hangui au Zimbabwe, que les lionnes formaient des coalitions matrilinéaires, c'est-à-dire qu'elles vont chasser en groupe, manger en groupe, défendre le territoire en groupe, élever les petits en groupe, etc. Mais c'est plus que chez les lions classiques, là c'est vraiment des liens qui sont extrêmement forts, et elles vont même prendre des décisions importantes pour le groupe où finalement elles vont dominer les lions, et ainsi les lions vont surtout être utiles à la reproduction. Ici on a un exemple des macaques du Japon. Donc les macaques c'est des espèces qui sont très patriarcales, et en fait on a observé sur l'île de Kishu, donc au Japon, qu'une jeune macaque qui a été nommée Yakei avait défié l'ordre patriarcat en se battant contre le patriarche, donc le chef de groupe, qui avait plus de 70 ans. Et en fait, elle a gagné, et en gagnant ce combat, elle a adopté des comportements en fait, de chef de groupe, donc ça peut être des parades, mais aussi le fait qu'elle mange la première, alors que normalement c'est quelque chose qui est vraiment réservé au chef du groupe. Et donc elle est vraiment devenue le chef de ce groupe de 600 singes. Donc on voit bien ici qu'une femelle a pu renverser le patriarcat.
Donc ça c'est pour montrer en fait qu'au sein du règne animal, il y a plein d'exemples comme ceci où les femelles vont dominer. Donc en fait c'est faux de penser que les femelles sont uniquement utiles à la reproduction comme on pouvait le penser au début des études écologiques et sur le comportement animal. Et ça c'est des études qui sont assez récentes, donc ça montre qu'encore aujourd'hui il y a plein de recherches à faire, comme pendant longtemps ça a été un petit peu pas étudié, il y a encore plein de choses à faire sur ce sujet. Donc finalement, si on peut conclure sur notre présentation, on s'est rendu compte qu'en effet le patriarcat c'était à la fois le contrôle des femmes, que c'était quelque chose qui précédait l'évolution humaine, qu'il y avait de nombreux biais de genre, qui expliquent notamment pourquoi ces populations, ces espèces matriarcales ont été sous-estimées. Mais finalement, comme on l'a vu pour les animaux non humains, le patriarcat c'est pas une fatalité, ça peut être en fait démantelé chez aussi les humains et les humaines. Voilà.